Bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, parce que les violences subies par les femmes sont le résultat de rapports sociaux historiquement inégaux entre les sexes. C'est en fonction de leur sexe que les femmes et les filles subissent des violences et non en fonction de ressentis quelconques. Notre déclaration compte déjà plus de 38 000 signataires à travers le monde, provenant de 168 pays, et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est déjà fait. Notre déclaration se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 2, la maternité est un statut exclusivement féminin, et l'article 3, qui rappelle le droit des filles et des femmes à l'intégrité physique et procréative. Les femmes ont le droit de contrôler leur fertilité, les pleins droits reproductifs des femmes et des filles, incluant leur libre accès aux services de santé reproductive, doivent être préservés. Les grossesses forcées, l'exploitation commerciale ou altruiste de la gestation pour autrui, ainsi que la recherche scientifique visant à donner aux hommes la capacité de porter et de donner naissance aux enfants, doivent être éliminés. Donc aujourd'hui, nous recevons Clémence Trilling. Donc Clémence Trilling, bonjour. Clémence Trilling a développé une expertise québécoise des questions de grossesse pour autrui. Elle est co-autrice de nombreux articles et mémoires. Ses réflexions sont centrées sur la dignité humaine des enfants et des femmes. Et elle est maman de 3 enfants. Bonjour Corinne et merci de l'introduction. Merci, j'ai toujours des Oui, petits frissons quand je vois la vidéo. Vous m'entendez bien? oui, je précise que Clémence, tu vas nous parler surtout de la GPA au Québec. Oui, donc qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est en fait de la GPA au Québec et de ce qu'on a appelé le régime étatique de GPA au Québec. Je sais c'est un grand mot, mais je vais vous démontrer au fil de la présentation pourquoi le Québec est devenu un régime étatique de GPA suite à l'encadrement de la GPA a été voté en juin 2023. Le régime étatique de GPA. Alors, il y a plusieurs façons de considérer la GPA dans le monde et les gouvernements ne la considèrent pas tous de la même façon. Il y a un modèle qui est centré sur la dignité humaine, qu'on peut voir par exemple en France, en Italie, qui est d'une interdiction, d'une criminalisation. Puis, il y a un modèle qui est centré sur le pragmatisme, qu'on peut voir par exemple au Royaume-Uni ou au Canada. Donc, c'est le pragmatisme à la britannique. On regarde la situation et on essaye d'accommoder au mieux. Et donc, le Québec pourrait tomber sous ce modèle-là. Et il y a le modèle mercantile, commercial. C'est aux États-Unis, par exemple, tout s'achète et tout se vend. Donc le Québec, en apparence, eh ben, j'ai un peu envie de vous dire, c'est un petit peu détroit et c'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine présentation. Et pour la petite histoire, ben, en fait, vraiment le fait qu'au Québec, le gouvernement s'engage financièrement pour favoriser la GPA, eh bien, pour moi, ça a été ma motivation à m'engager pour tenter de contrer cette pratique. Et donc, vous avez ici le lien vers le premier article qu'on a écrit auquel j'ai participé et qui était en fait pour lorsque c'était débattu de ouvrir les traitements de fertilité comment des hommes qui souhaiteraient avoir recours à la GPA. Si vous voulez en savoir plus, toutes les informations que je vais vous partager aujourd'hui sont sur notre site qui s'appelle SOS GPA. Donc, d'une manière plus large, je voulais quand même peut-être vous mettre en contexte, en fait, à quoi ça sert les subventions d'un gouvernement? Parce que c'est des leviers que le gouvernement utilise pour créer des changements et apporter des choses à sa population. Donc, par exemple, c'est encourager un comportement qu'on trouve souhaitable.
Donc, par exemple, on va faire des rénovations écologiques. Donc, c'est une indication que ce comportement est bon et comporte des bénéfices pour la société. Au contraire, on peut vouloir décourager un comportement qui nuit à la société, comme une campagne contre la vitesse au volant ou le tabagisme. Parfois, les gouvernements, en France, au Québec, prennent en charge tout un secteur de services entièrement, et c'est leurs employés, c'est leurs bâtiments, pour fournir des services qui aident à l'épanouissement humain, comme par exemple l'éducation. Euh, Au Québec et en France, on vit avec des soins de santé universels, c'est-à-dire que les personnes en santé vont financer les soins pour les personnes malades. C'est une mesure d'équité, puis c'est aussi c'est un contrat social qu'on s'est doté, on pense que c'est une mesure avancée là. Parfois, le gouvernement peut décider de booster ou d'encourager certains secteurs de l'économie. Donc, on va mettre certaines entreprises à côté de ressources qu'on a disponibles. Par exemple, on pourrait penser à côté on a des ressources d'hydroélectricité, on va faire une aluminerie et un centre de recherche pour l'aluminium, par exemple. Puis, dans certains secteurs, on peut penser que l'État intervient pas ou peu, ou tout simplement pour réguler. Par exemple, dans la restauration, on s'assure juste de l'hygiène, mais on n'intervient pas, on n'encourage pas ou on décourage pas. On pourrait penser ça. Et puis, il y a différents moyens de livrer ces subventions. Donc, l'État prend en charge un service, éducation santé. L'État va rembourser un organisme privé qui donne le service, ou l'État va donner directement la subvention à la population, soit par de l'argent direct, soit par un crédit d'impôt. Donc, c'est-à-dire que le citoyen qui va démontrer le comportement visé par la subvention, eh bien, il pourra l'inscrire sur sa déclaration d'impôt et il ne paiera pas d'impôt sur cette dépense puisque c'est considéré comme le comportement que le gouvernement souhaite encourager. Pour la petite histoire, au Québec, au Canada, le crédit d'impôt, c'est quand même relativement c'est pas mal utilisé pour, par exemple, pour encourager l'activité physique. On inscrit nos enfants à des cours de quelque chose. Eh bien, il y a un petit montant qu'on peut déduire de notre déclaration d'impôt. Donc, toujours pour le contexte historique, eh bien, au Québec, les programmes sociaux se sont développés dans les années d'après-guerre. Et l'État a pris la place, une place qui était auparavant occupée par l'Église, notamment pour les soins de santé, le filet social et puis l'éducation. D'une manière générale, les programmes sociaux sont plus généreux et plus larges au Québec que dans le reste du Canada. Et il faut dire que c'est une situation qui est unique en Amérique du Nord et qui fait notre particularité au Québec. Donc, à titre d'exemple de politique mise en place, bien, au Québec, on a des centres de la petite enfance qui seraient à peu près l'équivalent de l'école maternelle en France, mais chez nous, l'école maternelle commence à 4 ou 5 ans. Donc, les centres de la petite enfance, eh ben, c'est des endroits pour faire garder nos enfants qui sont de qualité, avec du personnel qualifié, avec un tarif qui est relativement raisonnable, qui est universel. On a des prestations d'allocation familiale, en particulier, et j'y reviendrai dans la suite de la présentation, on a le régime québécois d'assurance parentale. Donc, c'est tous les Québécois voient un petit montant qui est prélevé sur chaque chèque de paye pour participer à ce régime collectif. Et grâce à ça, les pères et les mères, lorsqu'ils sont auprès de leurs enfants en bas âge, reçoivent une partie de leur salaire. Donc, on a aussi des mesures fiscales pour encourager la solidarité sociale. Donc, il y a des crédits d'impôt pour adoption, crédits d'impôt aussi pour lorsque les gens déboursent des soins de santé, lorsque c'est pas pris en charge par le gouvernement. Et puis, donc c'est ça, les soins de santé universels, l'éducation gratuite ou avec des frais moindres que sur le reste du continent américain. Alors, donc, Corinne m'a posé la question un petit peu avant dans la préparation. On aurait pu penser que le Québec, justement, c'était un endroit où, bon,
On n'était Oui, pas... Vas-y, oui, vas-y. Clémence. Voilà, moi j'avais dans l'idée que le Québec était plutôt dans la résistance par rapport au Canada concernant la GPA. Et je vois que c'est pas du tout le cas. Alors merci pour tes éclaircissements, Clémence. Alors oui, donc justement, en 1994, ça fait quand même quelques années, eh bien, au Québec, on avait voté l'article 541 du Code civil qui, dans le fond, ça déclarait la nullité absolue des contrats de GPA et avait déclaré les contrats de GPA qui étaient contraires à l'ordre public. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais je dois quand même absolument vous le rappeler. Le Canada, c'est un État fédéral. Donc, il y a les provinces et le fédéral. Donc, le Québec, c'est une province. Et le Québec est régi par le Code civil. Donc, parmi les compétences de la province, c'est le Code civil, c'est celui qui régit la filiation. Donc, qui est le parent de qui. Et au Canada, la compétence du Canada, c'est le code criminel. Donc, qu'est-ce qui est un délit, un crime Donc, ça, c'est régi par le Canada. Donc, en 1994, débat parlementaire, intervention des féministes, et on vote l'article 541 qui déclare la nullité absolue des contrats de GPA et les déclare contraires à l'ordre public. Le temps passe et au fédéral, en 2004, on décriminalise la GPA. Donc, la GPA est autorisée au Canada à titre gratuit. Donc, ça a mené au fait qu'entre 2004 et 2023, quand on a fait l'encadrement ici chez nous au Québec, euh, l'article 541 a été fragilisé, entre autres par les tribunaux. Donc, on, on est passé de la nullité absolue, les contrats de GPA sont nuls dans toutes les situations, à la nullité relative, c'est-à-dire qu'on reconnaît la validité des contrats s'ils sont faits sous certaines conditions. En 2023, on a voté cette loi-là. Et vraiment, le message que je veux vous faire passer, qui est vraiment important, c'est que on a écouté toutes les débats parlementaires, on en a écouté beaucoup là, des débats entre les parlementaires lors du vote de cette loi. Et ce qui a été uniquement débattu, c'est les conditions, les diverses conditions des contrats qui seraient valides ou non valides. Mais ce qui n'a pas été débattu, la question de fond, c'est-à-dire est-ce que la GPA est bonne, est-ce que la GPA est souhaitable dans une société comme le Québec. Donc on n'a pas parlé d'ordre public, on n'a pas parlé de droits humains, on a juste parlé de comment on allait le faire. Et entre autres, donc on vous a mis cette photo, la personne qui est donc qui serait plus côté droit, c'est le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, et dans son côté gauche, c'est la personne en fait qui a recommandé que le Québec encadre la GPA, qui est un notaire, un juriste qui s'appelle Alain Roy et qui a présidé le comité consultatif de droit de la famille en 2015, qui lui aussi a recommandé que le Québec aille vers l'encadrement. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu plus technique. Clémence, si je Ouais. puis me permettre, pourquoi la GPA rencontre l'ordre public maintenant et pas avant? Eh bien, Et justement, ça n'a pas été répondu. C'est une excellente question, mais c'est la question, c'est la question qu'on s'est posée et on n'a pas, il y a pas, ils nous ont pas montré, ça n'a pas été démontré. Qu'est-ce qui ferait que la GPA rencontrerait l'ordre public alors qu'avant elle ne la rencontrait pas? Donc c'est une excellente question, mais elle ne rencontre toujours pas, selon moi, l'ordre public, mais les législateurs, apparemment, ont décidé autrement, entre autres par les conseils qu'ils ont été cherchés, parce qu'il y a eu seulement un groupe qui s'est opposé à la GPA et la plupart des autres étaient en faveur. Donc, c'est ça. Donc, l'objectif proclamé de cette loi, quand on lit en fait le descriptif de la loi, c'est vraiment de protéger les femmes et les enfants.
Et puis, donc, lorsque je dis ici la GPA au Canada et au Québec est à titre gratuit, c'est-à-dire que ce qui est autorisé, c'est seulement un remboursement des dépenses encourues. Alors, de ce qu'on a vu, et puis vous irez voir sur notre site SOS GPA, c'est vraiment, on peut se poser la question si c'est vraiment le cas. Mais vous irez voir tous les éléments de preuve sur notre site. Donc, on a une apparence, en fait, dans l'intervention de l'État, ce qu'on on n'a pas l'impression de prime abord que l'État l'encourage. Il y a une apparence de neutralité, on est juste là pour réguler. Mais en fait, qu'en est-il dans les faits et surtout qui paye quoi? Donc, première chose, donc je vais vous prendre tout le déroulement d'une GPA et je vais commencer par la fécondation. Donc, les GPA, la plupart, sont des fécondations in vitro. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais entre autres, ça permet d'avoir un ovocyte et une mère porteuse qui ne sont pas reliés génétiquement. Donc la mère porteuse est la mère biologique et la pourvoyeuse d'ovocytes est la mère génétique. Et donc c'est souvent la configuration qui est retenue par les clients et par l'industrie pour contracter une GPA. Pas uniquement, mais c'est une des situations qui est fréquemment choisie. Et au Québec, en fait, on finance un cycle de FIV. Donc, c'est peut-être une couverture moins large qu'en France, mais les personnes qui sont infertiles, on va voir plus loin comment on définit l'infertilité, peuvent demander au gouvernement de leur financer un cycle de FIV, comment les frais pour le transfert, les prélèvements de tissus, et puis donc les interventions médicales autour de cette FIV qui est la fécondation in vitro. Donc c'est une technique qui vise à féconder un embryon hors du corps de la femme, puis ensuite l'implanter à l'intérieur du corps de la femme. Alors, les conditions d'admissibilité pour recevoir ces traitements médicaux. Eh bien, on a élargi la définition de l'infertilité et on l'a élargi à avoir une incapacité à se reproduire. Donc, si on est seul ou si on est en couple avec une personne du même sexe, on est considéré infertile. Mais en fait, on n'a pas de maladie, on a juste un désir d'enfant qui n'est pas comblé. Et puis pour être admis à ces services, eh bien, il faut être assurable par la Régie d'assurance maladie du Québec, donc être reconnu comme pouvant bénéficier de ce service. Une fois la fécondation démarrée, une fois la grossesse en route, pour la mère porteuse, un bénéfice qu'elle peut avoir et qu'elle peut avoir spécifiquement au Québec, c'est un retrait préventif. Donc, c'est si son travail est, par exemple, une personne qui travaille avec des produits chimiques dangereux, si son travail est à risque pour elle ou pour son enfant, elle peut être retirée de ses tâches et avoir un remplacement de revenus, et ce jusqu'à l'accouchement. Et ça, c'est évidemment très intéressant pour les clients parce que les clients sont censés rembourser à la mère porteuse ses dépenses. Et parmi ces dépenses, eh ben, qu'est-ce qui est considéré comme une dépense? C'est la perte de revenus de travail liée à la grossesse de la mère porteuse. Elle ne peut pas travailler parce qu'elle est enceinte, soit parce que son travail est à risque, soit pour sa santé. Et donc, au Québec, donc plusieurs mères porteuses pourraient avoir accès à ce retrait préventif. Donc, de même, durant la grossesse ou suivant l'accouchement, les mères au Québec, eh bien, elles ont accès au régime québécois d'assurance parentale. Et donc, c'est les mères et les pères. Et donc, c'est prévu que les parents bénéficiaires de la GPA aient accès au revenu québécois d'assurance parentale, ainsi que les mères porteuses. Donc en fait, nous ce qu'on trouve, c'est que c'est une subvention indirecte aux clients de GPA, puisque pendant 18 semaines, on rembourse à la mère porteuse une partie de sa perte de revenu de travail.
Et donc, comme par la loi, les clients sont obligés de compenser sa perte de revenus de travail, le gouvernement euh, rembourse une partie de la perte de revenus de travail grâce au régime québécois d'assurance parentale, ce qui fait qu'il en reste moins à rembourser pour les clients qui, puisque les mères porteuses ne sont théoriquement pas payées, les clients ne peuvent évidemment aller au-delà du revenu de travail de la mère porteuse. Donc, je vous ai mis ici pour aller plus loin de ça. Certaines femmes, certaines mères au Québec peuvent avoir leur revenu de travail qui est compensé à 100% par leur employeur. Et entre autres, parmi ces femmes, c'est les femmes qui sont employées de l'État. La majorité des employés de l'État, secteur santé, éducation par exemple, sont des femmes. Et la partie qui n'est pas couverte par le régime québécois d'assurance parentale, eh ben, dans nos conventions collectives, dans les conventions collectives des employés de l'État, elle est couverte par en fait l'employeur des employés de l'État, qui est l'État. Donc, une mère porteuse qui est recrutée dans les secteurs éducation-santé, eh bien, elle n'a peu ou pas de perte de revenus de travail et donc les clients n'ont pas à payer ces montants-là. Avec notre groupe, on a alerté les syndicats sur ce sujet et on n'a pas eu de retour et on a demandé à être entendu dans les instances gouvernementales et on n'a pas eu de retour. Donc, en ce qui concerne le RQAP, le régime québécois d'assurance parentale, eh bien, la GPA a été assimilée, à tort bien sûr, à l'adoption. L'adoption, c'est une mesure de solidarité sociale qui vise à donner des parents à des enfants qui en ont été privés par les aléas de la vie, alors que la GPA s'est organisée avant même la conception, la séparation de l'enfant avec sa mère au bénéfice des parents clients. Donc, je vais vous montrer après un petit tableau. J'espère que ça va être plus clair. Donc, dans la parentalité classique, on donne 18 semaines à la mère et 5 semaines au père. Cette asymétrie, elle est liée au fait que la mère allaite, accouche et porte l'enfant et donc doit se remettre de l'accouchement. 32 semaines qui sont partageables entre les deux parents selon leur choix, ce qui fait en gros 55 semaines au total à ce que ça coûte au régime. Mais dans les cas de GPA, on donne 18 semaines à la mère porteuse vu qu'elle accouche pour se remettre de l'accouchement. On donne 5 semaines à un des parents bénéficiaires, 5 semaines au deuxième, 13 semaines de prestations de GPA qui sont partageables. Donc c'est la même chose entre guillemets que les prestations d'adoption. 32 semaines de parental partageable, donc la même chose que l'autre colonne, ce qui fait en tout un total de 73 semaines, ce qui démontre que en termes de compensation de revenus de travail, les grossesses par GPA coûtent 73 semaines à la collectivité, alors qu'une grossesse classique coûterait 55 semaines à la collectivité. De plus, ils ont rajouté des bonifications justement pour encourager certains comportements. Donc, si les deux parents partagent les semaines de manière, ils partagent de manière la plus équitable possible, eh ben ils en ont plus, hein, un peu le modèle des pays nordiques. Donc, si 4 semaines, en fait, si on partage plus de 8 semaines, on a 10 semaines pour des jumeaux et 5 semaines pour des parents seuls. Ça veut dire que les parents clients de GPA pourraient avoir accès jusqu'à 15 semaines ou 14 semaines de congés supplémentaires. C'est sûr que dans la parentalité classique, on a quand même un écart de salaire entre les hommes et les femmes qui, ce n'est pas dans toutes les situations, mais qui est encore présent. Donc parfois, on a moins tendance à partager pour moins pénaliser financièrement la famille, alors que par exemple, si c'est deux hommes, eh ben, il n'y a pas cet écart de salaire. Donc c'était juste un petit détail qui est quand même, je trouve quand même important par rapport à la philosophie et au comportement qu'on veut encourager.
Alors, ça, c'est le régime québécois d'assurance parentale, c'était au provincial. Maintenant, je vais vous parler du fédéral et de ces fameux crédits d'impôt qui sont assez utilisés par le gouvernement canadien et québécois pour encourager des comportements. Donc, si par exemple j'ai une opération chez le dentiste qui me coûte très cher, eh bien je peux la déduire de mes impôts. Et les frais dentaires ne sont pas compris au Québec dans l'assurance maladie de base. Donc, mais je peux quand même la déduire de mes impôts puisque c'est un frais médical, c'était pour me soigner. Et donc, au fédéral, surprise, surprise, les dépenses de la mère porteuse sont considérées comme des frais médicaux. Donc, les dépenses, ça peut être la mère porteuse doit s'acheter des vêtements de maternité, elle donne sa note de frais, sa facture aux parents bénéficiaires, et puis eux vont lui rembourser évidemment. Et les parents bénéficiaires peuvent prendre cette note de frais-là et eux la déduire de leurs impôts, de telle sorte qu'ils ne paieraient pas d'impôts sur les vêtements de maternité de leur mère porteuse. Alors j'espère que j'ai été claire, mais c'est vraiment, je trouve que c'est assez représentatif parce que par exemple une mère classique, ses vêtements de maternité ne sont pas déductibles d'impôts. Donc je trouvais que c'était assez représentatif un peu de l'instrumentalisation et de la manière dont qui est soigné réellement là-dedans, dans ces démarches-là. Je pense qu'on a élargi beaucoup la définition de frais médicaux, justement, parce que c'est même pas pour eux-mêmes, là, les parents bénéficiaires. Et puis, il y a des frais auxquels on ne pense pas nécessairement, mais qui sont absorbés par les services publics. Donc, comme je vous disais en début de présentation, certains services au Québec ou en France sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Donc, ils ont les hôpitaux, les écoles, et puis surtout le personnel qui est en fait sur le payroll, comme sur qui sont salariés en fait du gouvernement. Donc, les complications de grossesse, la mère porteuse, si elle est au Québec, elles seront prises en charge par la collectivité. Les accouchements, donc le risque qui est associé à la fécondation in vitro lorsque c'est ça qui est retenu, et puis aussi la morbidité maternelle sévère, qui sont les complications graves. Et on a une étude récente qui démontre qu'ils sont augmentés jusqu'à 3 fois plus de risques de morbidité maternelle sévère dans les situations de GPA. Vous trouverez la référence sur notre site SOS GPA. Les complications postnatales pour l'enfant avec la fécondation in vitro, les complications postnatales pour la mère, le filet social si la mère porteuse elle se retrouve en incapacité ou même si elle décède. Donc je pense que c'est important d'en parler parce que la morbidité maternelle sévère, sans intervention, la mère est à risque de décéder. Et puis finalement, une autre mesure qui, elle, interviendrait 14 ans plus tard, c'est que les gouvernements, le ministre de la Justice, il s'est quand même posé la question et s'est dit peut-être que les enfants aimeraient savoir d'où ils viennent. Et donc peut-être que moi, ministre de la Justice, je devrais garder la trace de qui était cette mère porteuse et qui était cette pourvoyeuse d'ovocytes dans le cas où les parents clients n'auraient pas fait appel à une banque de gamètes anonyme. Donc, il reconnaît le tort qui est causé aux enfants par la GPA, et donc il a prévu de faire ce registre dont je vous parle, qui va être géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, certaines informations sur les mères porteuses et les pourvoyeuses d'ovocytes y seront consignées. L'enfant pourra y avoir accès à ses 14 ans, au milieu de sa crise d'adolescence, dans le cas où ses parents clients l'ont informé des circonstances de sa naissance. Et le gouvernement a prévu un soutien psychologique dans ces situations-là, soutien psychologique qui est, de ce que j'ai lu, serait financé par la collectivité. Donc, ça commence dès le remboursement de la fécondation in vitro jusqu'à un soutien psychologique pour le dévoilement d'identité.
Clémence, une petite précision. Est-ce que ce soutien psychologique concerne que les enfants nés par GPA au Québec et de mères porteuses du Québec, ou est-ce que ça peut concerner des enfants nés par GPA à l'extérieur, enfin, dans d'autres pays que le Québec? Ben là, le soutien psychologique, c'est quand l'enfant a accès à sa mère porteuse dans le registre. Dans Donc le moi, ce que j'ai registre. lu, c'est ça, le registre, c'est pour les Oui, situations de GPA sur le Québec. sur le territoire. Oui, oui. Mais Merci. j'ai pas eu accès personnellement au registre, donc je peux pas, j'ai pas d'informations. Il est pas, il est accessible aux enfants. Alors, lorsque il y a aussi au Québec certains employeurs qui participent aux soins de santé. Donc, c'est des régimes collectifs qui sont différents selon les employeurs. Et d'ailleurs, un employeur qui a des bons bénéfices de santé peut être attirant, peut nous donner envie de travailler pour cet employeur. Et on vous a mis ici donc deux employeurs québécois, le Sun Life, qui est en fait des services d'assurance finance, et Manuvie, qui sont des services d'assurance. Et ces employeurs-là, pour leurs employés à eux, offrent des remboursements supplémentaires pour leurs salariés lorsque ces derniers sont des clients, hein, je veux bien préciser. Et puis, c'est des bénéfices donc qui varient selon les employeurs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour attirer de la main d'œuvre dans Sun Life ou Manuvie, on va offrir des bénéfices lorsque nos employés ont recours à des mères porteuses. Alors, en conclusion, je vais vous parler des conséquences pour l'ensemble de la société. Donc, comme vous avez pu le voir, tous les citoyens du Québec participent à la GPA, qu'ils le veuillent ou non. Et il n'y a pas eu de débat de fond. On a juste parlé de comment on allait faire la GPA et non pas de pourquoi ou est-ce que c'est bien de le faire. Il n'y a pas eu beaucoup, il y a eu quand même un petit peu de couverture médiatique, mais quand même pas beaucoup. Elle était parfois déséquilibrée. Donc pour nous, il n'y a pas eu de débat de fond. Les mesures qui protègent les mères, le retrait préventif, le RQAP, qui protègent les mères et les enfants, eh bien, ils sont appliqués sans discernement dans des situations de GPA. Donc, ils sont transférés à la situation de GPA sans discernement de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est souhaitable. Et du coup, en fait, c'est des subventions indirectes aux clients et des subventions indirectes à l'industrie. Le fait de faire ces subventions, ça apporte une caution morale. Le gouvernement dit que c'est bien, le gouvernement paye pour, donc on a la caution morale. Le surcoût de la GPA en termes de risques médicaux, en termes d'incapacité long terme, même de détresse psychologique possible chez les enfants, est absorbé en partie par la collectivité. Puis, pour la suite, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va instaurer le droit d'être parent? Donc, je vous ai mis le lien vers une poursuite qui, elle, a eu lieu au Royaume-Uni, donc philosophie qui pourrait être similaire à celle du Québec. Eh bien, il y a eu cette femme, elle a eu une erreur médicale qui l'a rendue infertile et elle a poursuivi le NHS, le National Health Service, qui est les services publics de santé du Royaume-Uni, afin d'avoir une GPA aux États-Unis. Et pourquoi les États-Unis? C'est parce que les conditions y sont plus favorables. Donc, la valeur ajoutée du Québec dans cette situation de GPA, eh bien, en fait, c'est la grossesse et l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui revient le moins cher aux clients. Et on se retrouve dans une situation, en fait, d'économie extractive où on prend les ressources. Et ça, au Canada et au Québec, une partie de notre économie, c'est de l'extractivisme. On prend les ressources, nos forêts, nos mines. Et puis, maintenant, c'est ça. Nous, ça nous inquiète. Est-ce que, moi, j'ai aussi des doutes raisonnables sur le fait que ça va favoriser l'industrie locale, puisque il y a certaines mères porteuses québécoises qui vont se faire inséminer, par exemple, en Californie pour choisir le sexe, par exemple. Et puis aussi, j'ai des doutes. Moi, ce que je me pose aussi comme question, en fait, c'est combien il y a de mères porteuses au Québec depuis la loi? En fait, on ne le sait pas. Je vais arrêter mon partage d'écran si c'est bon, puis on peut prendre les questions. Merci beaucoup Clémence
pour cette présentation qui était très claire. Alors, il y a quelques questions que j'ai réussi à, parce que j'ai peut-être pas toutes les questions, mais en tout cas, voilà. Il y a une personne qui demande quelles ont été les conditions posées pour la nullité relative. Alors, Je- c'est une bonne question. Il y en a plusieurs qui ont été débattus. Donc, vraiment pour les détails, vous pourrez aller voir sur notre site SOSGPA. Mais il faut qu'il y ait une convention notariée. Ça, c'est important. Euh, Théoriquement, là, on revient aussi à la théorie parce que l'application, c'est pas évident. Il faut que les mères porteuses soient domiciliées au Québec ou dans une des sept provinces désignées. Et puis, il faut aussi que la mère porteuse donne son consentement après la naissance. Par exemple, il y a des choses qui ont été débattues et qui n'ont pas été retenues, comme par exemple, il faut que la mère porteuse ait plus de 21 ans. Une évaluation psychologique des parents clients, ça n'a pas été retenu. Le fait que la mère porteuse ait eu une grossesse antérieure. Et ça n'a pas été retenu. Donc, par exemple, ce n'est pas une condition de nullité relative si c'est le premier enfant de cette femme de 21 ans. Ok, merci. Et puis, il y a une question enfin, ça questionne la collectivité, notamment les citoyens, citoyennes. Qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Est-ce qu'ils sont favorables? Est-ce qu'ils sont plutôt OK avec, parce que c'est quand même l'argent de la collectivité? Alors, ben, l'information que je vous ai partagée, je vous dirais que monsieur et madame tout le monde ne sont pas vraiment au courant. Ouais. Disons que ça n'a pas été diffusé dans les grands médias. Donc peut-être ma réponse à ça, ce serait sans vouloir pointer du doigt les journalistes, parce qu'il y en a quand même qui ont fait des articles qui posaient les bonnes questions, qui banalisaient pas. On a eu quand même une certaine couverture, mais disons que en majorité, là, il y avait une couverture très favorable. Donc, je vous dirais, moi, ma réponse, ce serait que peut-être un manque d'information, puis aussi un manque d'information avec une réflexion de fond. Oui, comme en France. En France, on a quand même le Comité national d'éthique qui a permis, lors de la loi de bioéthique, d'avoir une réflexion de fond et d'interdire justement la GPA comme une atteinte aux droits des femmes et des enfants. Oui, ben nous, à peu près l'équivalent, c'était le comité consultatif du droit de la famille qui a eu lieu en 2015. Et il y avait des juristes. Il y a eu une dissidence. Là, il y a eu une juriste qui n'était pas d'accord avec l'encadrement. Mais on a surtout débattu. On s'est dit, en 2015, on se disait, on a des enfants qui reviennent d'Inde. Enfin, on veut finalement, on veut faire une industrie locale. On veut faire une GPA locale pour éviter qu'on aille exploiter les femmes en Inde, etc. Donc on va le faire chez nous, on va le faire bien. Je pense que c'était leur idée, mais je pense que ça marche pas. Voilà. On va exploiter nos femmes, c'est ça? Oui, finalement aussi, on a quand même encore théoriquement, les parents clients doivent être domiciliés au Québec. Voilà, ça c'est une des conditions de nullité relative. Les Oui. parents clients doivent être domiciliés au Québec depuis plus d'un an. Une autre question. La mortalité maternelle est prise en compte uniquement à la naissance ou bien ou à combien de temps après l'accouchement? Parce qu'en France, par exemple, la mortalité maternelle à 1 an est de 100 femmes par an, donc 15% d'accidents cardiovasculaires. Donc, est-ce que la mortalité maternelle, c'est juste au moment de l'accouchement? Certaines... Alors, dont je vous ai fait part, c'est une étude, le chercheur principal, c'est Madame Ivanova. Elle vient juste de sortir et il y a la référence sur notre site. Et puis celle-là, je pense qu'elle considérait que l'accouchement. Mais Ouais. oui, oui, ben en fait, donc quand je vous ai mis dans la diapo, c'est un très très bon point. Je vous ai mis dans la diapo l'incapacité à long terme des mères porteuses, parce qu'on se rend compte que tous les médicaments, les multiples injections auxquelles elle doit se soumettre durant le processus de fécondation in vitro, si c'est ça qui est choisi pour la GPA, peuvent avoir des conséquences sur sa santé à elle à long terme. Même elle-même, elle peut perdre sa propre fertilité. Alors, une autre question. En France, certains jeux télévisés accueillent des hommes en couple homosexuel et qui ont eu recours à la GPA. Et puis ils montrent ça comme quelque chose de très chouette, de très fun pour les pères. Est-ce qu'il y a la même publicité pour la parentalité des hommes gays?
dans les réseaux, voilà, dans les médias, la télévision. Alors, je vais vous citer juste deux cas, parce que ça, c'est deux cas dont on a parlé. Donc, il y a un journaliste de Radio-Canada qui a fait appel à une GPA, qui a été interviewé par d'autres journalistes de Radio-Canada durant les débats. Voilà. Et puis, il y a aussi des hommes qui ont eu recours à des GPA, qui ont été invités sur les plateaux de télévision dans une émission qui s'appelle Tout le monde en parle, qui est assez très écoutée là. Donc ils ont été invités sur les plateaux de télévision et justement celui de Tout le monde en parle, il n'y avait pas de contrepartie, il n'y avait personne sur le plateau qui s'opposait. Donc ils sont venus et aussi ils ont montré leurs enfants, ce qui est, on peut questionner ça. Alors, la loi a changé au Québec, elle est plus protectrice, au contraire, hein, on a l'impression que ça ouvre vers la GPA commerciale quelque part. Et puis, il y a quelqu'un qui pose la question, connaît-on les porteurs d'intérêt à cette libéralisation de la GPA? À qui profite le crime? Ben, je pense à l'industrie. C'est sûr que par exemple, juste sur Montréal, il y a beaucoup de cliniques de, oui, c'est ça, bonne question. Beaucoup de cliniques qui donnent des services de fécondation et de fertilité. Moi personnellement, là, c'est juste comme une question aussi que moi je me pose. Je ne sais pas à quel point ils vont en bénéficier réellement parce qu'on a aussi vu des cas de mères porteuses québécoises qui allaient faire tous les services finalement qui auraient pu être avantageux pour ces industries-là. Et bien finalement, ils vont se faire inséminer et implanter aux États-Unis ou en Ontario. Ah, ça aussi, il y a les Ontariens sont des joueurs au niveau euh, des agences de GPA parce que chez eux, il y avait, c'est-à-dire la GPA n'était pas criminelle au Québec, mais les filiations, c'était pas automatique, c'était plus difficile à avoir. Donc, il y avait moins de GPA au Québec. On n'a pas les chiffres exacts, mais on peut vraiment, avec les chiffres qu'on a, on a montré qu'il y en avait moins. Mais là, les Ontariens aussi sont des joueurs au niveau des agences. Donc, c'est privatisation des profits, collectivisation des pertes. Voilà. C'est ça l'extractivisme. Donc, puis je pense à qui profite à ceux qui en ont fait leur pain et leur beurre, en fait, à ceux qui se sont positionnés en faveur et qui maintenant ne peuvent plus revenir en arrière à quelque part, peut-être. Peut-être. Et est-ce qu'un un possible retour en arrière, est-ce que c'est envisageable? Il faudrait d'autres politiques et d'autres C'est du long terme. Pour nous, du long parce terme, qu'on oui. pense que c'est du long terme. On pense aux femmes qui ont milité pour avoir le droit de vote. Il y en a qui sont décédées avant d'avoir eu le droit de vote. Donc Mhm. c'est du long terme. Ça va être du long terme. Alors peut-être que ces femmes aussi, elles partent aussi parce que au Québec, si j'ai bien compris, c'est dit altruiste, la GPA, voilà, non commerciale, on va dire. Et c'est souvent des femmes vulnérables, des femmes précaires. Et peut-être la pauvreté explique aussi le fait qu'elles partent dans d'autres pays. Alors le cas que je vous ai cité, on l'a vu là, c'est une mère porteuse québécoise qui allait faire l'implantation aux États-Unis. Ok. Donc, c'est-à-dire que l'argent qui a été facturé aux clients sur des services qui sont facturables pour le coup, là, si des parents clients trouvent une mère porteuse au Québec, lui font faire la FIV au Québec, les cliniques de fertilité, elles peuvent faire du profit, là. Si tout est fait au Québec, mais là je vous avais juste cité l'exemple d'une mère porteuse québécoise qui était allée aux États-Unis par choix du client, de l'agence, je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être aussi pour choisir le sexe, parce qu'aux États-Unis, c'est permis, alors qu'au Canada et au D'accord. Québec, c'est pas permis. Il y a aussi la proximité des banques de gamètes. Donc, les banques de gamètes anonymes et commerciales sont aux États-Unis. Donc, ça, c'est des hypothèses qu'on a. Moi, ce que je me dis juste, c'est est-ce que l'industrie locale, elle va tant se développer que ça? Ce qu'on entend quand même, c'est qu'il y a les mères porteuses canadiennes et québécoises, il y en a moins que la demande. Oui, justement. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de couples hétérosexuels
ou homosexuels qui demandent la GPA. Est-ce qu'il y a, enfin, j'ai cru comprendre avant qu'on commence ce webinaire qu'il n'y avait pas d'études, mais est-ce que tu en sais quelque chose du pourcentage de qui Il y a pas de données. Donc, il n'y a les pas de données données? ne sont pas recueillies systématiquement. Profil socio-économique des demandeurs, profil des mères porteuses. Oui, c'est ça. Ghislaine a dit, il y a l'étude du docteur Libra qui s'appelle Not My Child to Give Away. Puis là, il y a certains profils socio-économiques, notamment, il y avait quand même un certain nombre de mères porteuses, là j'ai pas les chiffres en tête, qui disaient qu'elles avaient un budget serré ou très serré. Donc c'est sûr que l'écart socio-économique, enfin, il tombe sous le sens aussi. Mais de savoir combien il y a de... Mais voilà, Ghislaine est en train de vous les mettre dans le... Je vois ça. Parce Je que moi, vois ça. j'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais oui, voilà, c'est 40%. 40% Ouais. de demandes Et, provenaient d'hommes homosexuels. voilà, donc je voulais pas je voulais pas dire de bêtises en ligne, donc je m'avançais pas, mais c'est un échantillon ontarien. 220 personnes, voilà, c'est ça. D'accord. En fait, le Canada permet de faire une GPA à bas coût. Enfin, ça, c'est une réflexion d'une personne. Donc, oui, le Canada, le Québec permet de faire une GPA à bas coût en profitant de la proximité d'un pays où tout est permis, où l'on se peut se procurer le reste du matériel choisi, gamètes, embryons. Oui, c'est ça. On profite de la proximité des États-Unis, mais on aime bien quand même le Canada et le Québec pour les soins de santé universels, pour aussi oui, c'est ça, la disponibilité les soins de santé, ils sont de bonne qualité. Il y a pas les clients, ils payent pas pour ça. Parce que la mère porteuse, elle est assurable, elle. Et on n'a pas de retour encore parce que c'est récent, en fait, ce retournement de situation du Québec. On n'a pas de visibilité sur qu'est-ce que ça donne au niveau des enfants et sur la santé de ces enfants-là et la santé des mères porteuses. Enfin, je fais un petit peu le parallèle par rapport à la France où on a notamment, je pense que tu as déjà entendu parler d'Olivia Morel qui a plus de 30 ans maintenant, qui a appris à 30 ans justement qu'elle était née de mère porteuse et ça a éclairé toute la souffrance tout, qu'elle a pu sentir tout au long de sa vie, en fait. Hein. Cet arrachement, parce que ça pose la question aussi de toutes les questions psychologiques d'attachement, d'arrachement à la mère, de tout ce qui peut se passer, tous les liens qui peuvent déjà se construire pendant la grossesse. Tout ça est nié, en fait, hein, là-bas, au Québec. On se pose pas toutes ces questions, en fait. J'ai Mais l'impression. oui, c'est justement, c'est vraiment des bonnes questions parce que quand on parle par exemple des enfants issus de l'adoption, on reconnaît leur traumatisme, on reconnaît leur souffrance et surtout, le plus important, c'est que les parents adoptants ne sont pas la source de ce traumatisme, de cette séparation avec leur mère. Elle est arrivée par les aléas de la vie. Les parents adoptants ont bien sûr été évalués. Ils ont dépensé des frais, mais c'est dans l'intérêt de l'enfant, c'est pour être évalués, pour être sûr qu'ils sont des bons parents et qui vont aller réparer du mieux qu'ils peuvent, sans prétendre qu'ils répareront tout d'ailleurs, le traumatisme qui est infligé à l'enfant qui est issu de l'adoption. Donc, et par contre, on n'arrive pas pour la GPA. Pourtant, il y a beaucoup de choses similaires. Les enfants sont retirés à leur mère. Il y a un choc abrupt. Ils sont donnés à des gens qu'ils connaissent pas. Ils n'ont pas entendu la voix de leur père à l'intérieur. Enfin, ça tombe quand même sous le sens avec toutes les recherches qu'on a maintenant sur l'attachement, les effets physiologiques de la séparation avec la mère. On a ces recherches-là, mais quand on parle de GPA, on a l'impression que ça ne s'appliquerait pas. En fait, parce que les parents bénéficiaires, les parents GPA, ils sont déclarés parents dès la naissance. Alors ça propage un peu l'illusion que l'enfant est vraiment le leur. Donc Oui. il y a un lien génétique, souvent celui avec le père, parfois celui avec la mère génétique qui est aussi la mère bénéficiaire de la GPA. Ça peut être quand même arrivé qu'il y a une mère bénéficiaire qui a subi une extraction d'ovocytes
et qui ensuite fait appel à une GPA. Donc ça peut arriver, mais l'enfant il est quand même remis à des inconnus qui l'a jamais vu. Donc Donc pour c'est ça. l'instant, voilà, pour l'instant, aucune voix de l'enfant n'est entendue au Québec. Non, Ouais, pas vraiment. ouais. Alors que chez nous, c'est voilà. En tout cas, voilà, Olivia Morel fait un énorme travail de sensibilisation par rapport à son propre vécu. Mais je À pense qu'il y a une quel question de âge? temps, Oui, une question de temps aussi, oui, en fait, peut-être. quand l'enfant devient un adulte, qui est plus sous la dépendance de ses parents. On a quand même une jeune femme qui est née de dons de sperme. Ah bah voilà, Ghislaine, elle la met, qui s'appelle Andréane Le Tendre et qui est très très intéressante. Euh, donc elle est issue de dons de sperme et elle parle de son trauma en fait de pas avoir connu son origine et puis de sa réalité. Et c'est en tout cas, je ne m'avancerai pas sur son âge, mais c'est plus un adolescent là, c'est un adulte, c'est une Ouais. adulte. Alors, il y a une question qui concerne à quel âge du bébé les mères porteuses confient les enfants nés par GPA? Ah ça c'est une super bonne question. On s'est posé la question. On s'est beaucoup posé la question. Donc la loi, ce que dit la loi, c'est que l'enfant peut être confié dès la naissance. Et que le fait de confier l'enfant aux parents clients dès la naissance confère aux parents clients l'autorité parentale. Donc notamment en termes de soins médicaux. Ensuite, selon la loi, la mère porteuse doit donner son consentement. Elle ne peut pas le donner avant 7 jours et elle a jusqu'à 30 jours pour le donner. Donc, c'est entre 7 et 30 jours, elle doit donner son consentement à ce que sa filiation soit réputée ne jamais avoir existé. Mais elle peut confier l'enfant dès la naissance. Maintenant, ce qu'on voit sur Facebook, c'est que des fois, la mère porteuse, elle garde son enfant. Donc, ou des fois, elle fournit son lait. Donc, ça, il n'y a pas de règle générale. Parce que ça, c'est au contrat. C'est les signataires du contrat, ils auront pu discuter combien de temps la mère porteuse peut l'avoir dans ses bras, par exemple. Ça va être au contrat. Oui, en fait, tout est déterminé par le contrat. C'est le Mhm. contrat et la mère, elle ne peut que se soumettre au contrat. Mais au Québec, on lui a quand même Oui, donné le droit de changer d'avis théoriquement. théoriquement. Mais les clients ont quand même un recours en justice dans les 60 jours. Puis aussi, le fait de garder sa filiation ne veut pas nécessairement dire qu'elle a la garde de l'enfant. Mais, euh, mais théoriquement, au Québec, si elle veut pas le confier aux parents clients, elle pourrait, théoriquement. Oui, là, je vois Ghislaine qui note que pour une GPA pour des Français, eh bien, la mère porteuse peut garder l'enfant le temps de recevoir le passeport canadien. Oui, oui, ça c'est les cas qu'on a vus. Donc l'enfant fait un peu l'aller-retour entre la mère porteuse et les clients. Des fois, c'est pour que les clients puissent aller passer une soirée en amoureux. Ouais, ça montre à quel point on maltraite quand même les enfants. Parce que si on fait un petit peu le parallèle avec, je sais pas, moi je viens d'adopter un chat, j'ai dû attendre pour aller chercher mon chaton, qu'il soit sevré, qu'il soit assez grand. Et là, pour l'enfant, ben, terrible. Mais justement, en fait, nous, on a des règlements pour les éleveurs de chats, de chiens, et même pour les animaux comme les veaux, pour les vaches. Et il y a un délai, en fait. Et ils n'ont pas le droit d'être séparés de leur mère immédiatement après la naissance. Quelqu'un qui, je sais pas, élevait des caniches ne peut pas justement le donner à. C'est interdit. Nous, on a un règlement c'est le règlement pour la santé des chiens et des chats. Donc on peut pas, on doit attendre qu'il soit sevré. Donc après si aussi on calcule par rapport à la vie d'un chat et d'un chien, c'est quand il est séparé de sa mère, il est grand là, par rapport proportionnellement par rapport à un humain dès la naissance. Il y a pas, selon la loi, il n'y a pas de problème qui soit confié dès la naissance aux parents clients. Les animaux sont mieux traités, en fait.
Alors, il y a une autre question. Avez-vous lu le livre Le Berceau? C'est l'histoire d'un couple homosexuel qui décède accidentellement et qui avait un enfant en GPA. Alors, je ne connais pas le livre, moi. Je ne sais pas si Clémence, tu connais. Non, je connais pas. Non, On a bon, on recensé. va pas en parler du coup. Non, mais on a recensé dans. Donc, il faudrait que je regarde s'il est ou pas sur le site de SOS GPA. Mais on a recensé en fait l'histoire d'un homme et de son conjoint qui avaient commissionné des enfants. Et un des conjoints est décédé durant la grossesse ou tout au début de la grossesse. Et donc je pense que c'était aussi le père génétique. Je pense que ces enfants-là, il en était le père génétique. Mais le père génétique a dit, est-ce que j'avorte ou pas? Voilà, José Rolón. Bon, merci Ghislaine. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans Ghislaine? José Rolón, c'est il a carrément, il disait vraiment, est-ce que j'avorte ou pas? Donc on peut comprendre que ces situations-là sont difficiles. Ce serait pour n'importe quel. Il y avait une appropriation. Donc, Ouais, ce monsieur mm. s'appropriait vraiment la grossesse de la mère porteuse. C'est incroyable. Ben oui, bah là c'était, je pense que José Rolón est aux États-Unis, mais s'il avait été au Canada, il aurait pu déduire de ses impôts les vêtements de maternité. La mère porteuse était géorgienne, dit Ouais. Ghislaine. Oui, il y a quelqu'un qui dit aussi que c'est une chosification de la mère porteuse. Elle est vue comme, ouais, comme un objet, comme une chose. Alors, quand on parle de chosification, c'est même, cette mère porteuse-là, elle était vue comme un appareil ménager, comme une machine en fait. Donc, ce monsieur, il disait à ses enfants que leur mère porteuse était un easy bake oven. Donc, moi, on m'a dû m'expliquer ce que c'était quoi. C'était un jeu qui, je pense, est apparu peut-être dans les années 70. Et c'était un jeu qui a été fabriqué pour les petites filles. Et puis, on rentrait un gâteau, puis tout d'un coup, il ressortait de l'autre côté, il était cuit. Donc, c'était pour que les filles jouent à faire de la cuisine, mais c'était comme un, donc c'est comme un jouet, donc c'est vraiment une machine. Et puis les enfants disent, ah, notre mère porteuse est notre easy bake oven. Hmm. Ouais, elles sont considérées comme un four. Il rentre à une pâte à gâteau, puis ça sort. Il y Ça avait quelque sort chose, ça rentrait, puis immédiatement. ça sortait. Ouais. Hmm. Oui, oui, donc il y a une méconnaissance ou un déni, en tout cas, de tous les liens qui peuvent, maternaux-fœtales, qui peuvent se créer pendant la grossesse. Et notamment, on parle de microchimérisme. Je ne sais pas si microchimérisme, c'est que quand une mère porte son enfant, elle a des cellules de son enfant qui va rester dans son corps au-delà de bien après l'accouchement. Et l'enfant également aura des cellules de sa maman d'ailleurs. Oui, je pense que c'est ça qu'on a retrouvé, par exemple, chez les femmes qui ont eu des garçons. Ben, on pourrait retrouver des chromosomes Y, en fait, parce qu'elles ont eu un garçon. Je pense que c'est ça le. Ben, c'est surtout, c'est purement mécanistique. Puis, c'est que la mère est bénéfique à l'enfant et l'enfant est bénéfique à la mère. Oui, oui, oui. Et en fait, par la GPA, d'une manière intentionnelle, on arrête, il y a vraiment un arrachement, quoi. On arrête tout ça, tout ce processus qui conduit à l'attachement. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, la Chine fait des recherches sur l'utérus artificiel. Est-ce qu'on pourrait arriver à un moment donné où, du coup, les hommes vont porter des enfants? Ben, Les hommes ou peut-être, les... mais c'est aussi ce qu'on a vu aussi, puis ça c'était quand même sérieux là, c'était une chercheuse, je pense norvégienne, là encore Ghislaine va me corriger si je me trompe, qui parlait de dons de corps vivants. Donc c'était une femme sous mort qui était dans un coma profond, on pensait pas qu'elle allait récupérer, mais qui pourrait agir à titre de mère porteuse. Donc c'est le don de corps entier. Je pense que c'est en anglais le nom là, je me rappelle plus, mais ouais, c'était un cas de mort cérébrale. Donc c'était contemplé par justement les gens qui sont en faveur de la GPA. Ils disaient mais
pourquoi pas? De toute façon, finalement, c'est comme si sa capacité procréatrice, elle serait pas utilisée. Donc, pourquoi pas, elle serait utilisée pour les gens qui la voudraient. Alors, greffe d'utérus chez un homme, un médecin au Québec a écrit un article à ce propos, mentionnant qu'un jour ce sera possible. Bon. C'est pourquoi? C'est en fait la question, c'est ça, Parce c'est que, le débat de fond. C'est pas sur quelle technique on va utiliser. Je veux dire, et même la puis, fécondation in vitro, c'est pour pallier à une infertilité qui est avérée. Et encore, on peut en discuter, mais je veux dire, c'est un soin, c'est pour pallier à quelque chose puis l'infertilité, c'est une vraie maladie, là. Mais c'est pas juste un désir, tu sais, il y a oui, et moi, ce qui me choque énormément, c'est le manque de débat au niveau de la population. Enfin, nous, en France, par exemple, on est un pays abolitionniste concernant la prostitution. La GPA est interdite et les clients sont, par exemple, si je fais le parallèle avec la prostitution, les clients sont poursuivis et ont une amende ou des stages. Et on pourrait très bien, en France en tout cas, élargir à la GPA, c'est-à-dire, ben, voilà, on poursuit les clients Mais c'est difficile, parce que là, il n'y a pas juste les clients. Il y a aussi l'enfant. Donc, par exemple, dans le cas de la prostitution, vous le décrivez bien, vous dites, bon, bah, quelqu'un qui achète des services sexuels, on peut le punir ou lui faire faire des stages, mais dans le cas de la GPA, c'est qu'il y a l'enfant. Donc le raisonnement, c'est difficile parce que les juristes vont dire si on punit les parents, on punit l'enfant. Enfin, qui est le parent oui, déjà? voilà, Ça il y aussi, a la c'est la question de question. la filiation. Mm. Voilà, donc c'est compliqué ça. Ça c'est le donc même les fameux donc je fais le petit geste parce que le ministre de la Justice, il a fait exactement ce geste-là, il a dit je vais mettre des verrous juridiques. Si vous ne respectez pas mes conditions, vous n'aurez pas l'enfant. Le temps va nous démontrer. On va regarder. On est attentif. Ce qu'on voit après, on n'est pas partout non plus là. Ouais, mais c'est quand même une absence de considération pour les droits humains, la dignité humaine, la dignité des femmes et des enfants. Alors, ce qu'on ne discute jamais là, c'est le retour de la pression à la procréation sur les femmes avec les techniques médicales et avec la GPA. Mais Est-ce qu'il y a une oui. pression aussi sur les Québécoises à la procréation? Alors et là, il y a plusieurs enjeux. Là, on pourrait élargir. Ça irait plus loin que mon sujet d'aujourd'hui, qui était Ouais. vraiment les subventions gouvernementales. Mais on peut se poser la question après avec toute la congélation des gamètes, l'incitation à congeler des gamètes, ça donne des gamètes disponibles pour d'autres qui veulent, en tout cas. C'est difficile. Oui, puis nous aussi, on est en dénatalité, là, au Québec. Oui. Quelqu'un parle du réarmement démographique? Oui, je sais pas. Mais oui, c'est difficile, mais c'est une très mauvaise solution à la dénatalité. La solution à la dénatalité, c'est de permettre des situations de conjugaison, travail, famille, études. C'est d'offrir des services de garde de qualité. C'est justement des subventions ou des crédits d'impôt aux familles. Avoir une éducation de qualité pour que les gens, en fait, moi, j'avais lu une étude là, dont Ghislaine n'a pas elle ne l'a pas, mais c'était que les femmes canadiennes ont moins d'enfants que qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir. Donc c'est pas, elles aimeraient avoir plus d'enfants, mais elles ont les situations, l'inflation, le coût de la vie, l'instabilité économique, c'est des facteurs qui font que elles, elles sont moins confiantes à faire des enfants. Donc ça, c'est sûr que c'est une bonne question, mais la GPA, c'est une très mauvaise réponse parce que ça cause Exactement. beaucoup de problèmes. Oui, oui, Après, ça coûte très cher, donc si on veut pallier à la dénatalité, c'est pas une bonne stratégie selon moi. En tout cas, j'imagine que pour le Québec, c'est difficile de résister aux politiques ontariennes et états-uniennes. Alors le ministre de la Justice, effectivement, dans les débats, il a mentionné qu'il allait s'aligner sur les autres provinces du Canada. Donc il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances entre la loi du Québec et la loi d'Ontario. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Clémence Trilling. Et bien, merci pour ta présentation.
Donc, notre prochain webinaire aura lieu le premier dimanche de janvier. Vous recevrez une invitation par mail. Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube. Tapez WDI francophone ou Nous femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womansdeclaration.com, tout attaché. Et merci beaucoup pour votre participation et votre fidélité. Au revoir.